Ce cours 3 présente les bases de la réaction antigène-anticorps et des éléments généraux sur la structure et la distribution des immunoglobulines. Les anticorps font partie de la famille moléculaire des immunoglobulines, c'est-à-dire qu'il s'agit de protéines produites par les lymphocytes B en réponse à une stimulation par un antigène et qui sont capables de fixer cet antigène. Les anticorps sont intégrés dans le récepteur membranaire du lymphocyte B, mais ils sont surtout sécrétés, ce qui permet alors de former des complexes antigènes-anticorps solubles ou à la surface des cibles qui sont alors recouvertes d'antigènes. La liaison antigène-anticorps se fait par deux zones très petites, qui sont l'épitope sur l'antigène et le paratope sur l'anticorps. Le schéma vous montre qu'un anticorps possède généralement deux paratopes identiques. Cette liaison est la résultante d'un grand nombre de liaisons faibles, et elle dépend à la fois de la conformation spatiale et de la charge électrique de l'épitope. La diversité des anticorps assure la capacité de l'organisme à reconnaître la diversité des antigènes. Elle correspond au fait que chaque lymphocyte B évolue en tant que clone différent des autres et donc producteur d'un anticorps différent au niveau de son paratope. Nous expliquerons les mécanismes sous-jacents dans un cours ultérieur. L'immunochimie est la science moléculaire qui analyse la réaction antigène-anticorps. Elle a permis de montrer qu'il s'agit d'une réaction d'équilibre et que le pourcentage d'antigènes fixé peut être influencé par des conditions externes comme la température ou le pH. Les deux paramètres principaux qui qualifient cette réaction antigène-anticorps sont la spécificité, c'est-à-dire la caractérisation de l'antigène reconnu en discriminant avec des antigènes de structure proche, et son affinité, c'est-à-dire la force de cette liaison. Il est important de comprendre que l'affinité peut être très différente d'un anticorps à l'autre, ce qui aura bien sûr des conséquences sur son affinité biologique. Étant donné que l'épitope est de petite taille, l'équivalent en général d'une dizaine d'acides aminés, il peut y avoir plusieurs anticorps capables de reconnaître plusieurs épitopes sur un antigène. C'est ce qu'on appelle le caractère polyclonal de la réponse anticorps, puisque cela veut dire qu'il y aura activation de plusieurs clones lymphocytaires reconnaissant l'antigène. Le sérum d'un individu reconnaissant un antigène a donc une affinité globale pour l'antigène qui est la résultante de l'affinité et de la concentration de chacun des anticorps qui sont impliqués dans cette réaction. La structure des immunoglobulines en forme de Y est maintenant bien connue. Cela n'a pas été facile à comprendre car il s'agit de complexes multiprotéiques. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on parle de superfamille des immunoglobulines, puisqu'il y a beaucoup de molécules qui sont construites un peu sur ce système et qui ne sont pas que des anticorps. C'est par exemple les récepteurs pour le lymphocyte T, etc. Donc, les immunoglobulines sont bâties sur une trame commune et présentent des repliements. Cela forme une suite de domaines qui ont des activités propres. Le schéma représente une immunoglobuline G en forme de Y avec la structure typique constituée de deux types de chaînes. D'une part, des chaînes dites lourdes, H pour heavy, et d'autre part légères, light pour L, et qui sont associées par paires avec des ponts disulfure inter- et intracaténaires. On distingue d'un point de vue fonctionnel qu'il y a deux régions, FC et FAB. On peut d'ailleurs découper avec certaines enzymes pour obtenir ces deux sous-zones indépendamment en recherche. Donc la région FAB regroupe les domaines variables, ceux qui donc sont particuliers à chaque clone lymphocytaire. Donc les paratopes sont situés à l'extrémité de ces parties variables par juxtaposition
des chaînes H et L sur leur zone dite hypervariable. La région FC, elle, correspond à des zones qui sont moins variables, donc carrément dites constantes, parce qu'elles présentent un petit nombre de variations. En plus de cette structure protéique, attention, il faut penser qu'il y a de nombreuses modifications post-transcriptionnelles, par exemple des glycosylations et des méthylations, qui vont intervenir dans la stabilité de l'immunoglobuline et dans d'autres propriétés comme la fixation à des récepteurs. On a vu par exemple les RFC. À partir de cette structure de base, il faut réaliser qu'il y a d'importantes variations et on va les schématiser en 3 types. Je mets tout sur la diapo, ce sera plus simple. Donc les variations isotypiques correspondent aux variations du fragment constant FC. Parce qu'en fait, il existe plusieurs gènes susceptibles de coder cette région. Et cela va correspondre à la diversité de ce qu'on appelle les classes et sous-classes d'immunoglobulines. Je les détaillerai dans la diapositive suivante. Faire attention aussi que ces gènes C présentent d'importantes variations d'une espèce animale à l'autre et que ça explique qu'il y ait des différences importantes dans les propriétés physico-chimiques mais aussi les fonctions des classes d'immunoglobulines de l'homme, de la souris et des animaux domestiques. C'est tout l'intérêt de l'immunologie comparée vétérinaire. Deuxième type de variation, les variations allotypiques. Alors celles-ci, elles sont dites mineures parce qu'elles se font en fait lors du processus de fabrication des immunoglobulines. Il peut y avoir différentes variations qui vont donc créer des variations entre les domaines. Donc celles-ci, elles sont pas très importantes en médecine vétérinaire. En revanche, elles peuvent être importantes pour le cas des traitements de malades qui vont recevoir régulièrement des transfusions d'anticorps parce que il y aura des allotypes différents. Enfin, les variations idiotypiques sont essentielles. Il s'agit des variations des domaines variables d'un clone lymphocytaire à l'autre. Elles sont donc très nombreuses, puisqu'il y en a autant que de nouveaux clones lymphocytaires. Donc c'est des dizaines de milliers d'anticorps par individu à un instant T, ce qu'on verra plus tard aboutit à la notion de répertoire immunologique. Pour retenir ce terme, pensez que le sens primaire d'idiot est original. Donc un idiotype, c'est une variation originale correspondant à une spécificité particulière d'une immunoglobuline. Donc, pour aller plus loin dans ce concept d'isotype, rappelons, les isotypes correspondent aux différentes classes et sous-classes d'immunoglobulines qu'on peut trouver chez un individu. Donc chez les mammifères, on considère qu'il y a 5 classes. IgG, IgM, IgA, IgE, IgD. Et qu'il y a des sous-classes, par exemple IgG1, IgG2, etc. Nous n'irons pas dans le détail dans ce cours d'immunologie générale, même si vous imaginez bien que ça peut devenir important dans le cadre d'une spécialisation. J'ai déjà dit qu'il faut tenir compte d'importantes variations spécifiques qui vont expliquer des différences dans le fonctionnement de l'immunité et qui vont être la source de difficultés aussi lorsque l'on souhaite utiliser les immunoglobulines d'une espèce à l'autre, puisqu'elles vont être considérées comme des molécules différentes, donc à la limite comme des antigènes. Les IgD sont un peu à part, elles sont très rarement sous forme sécrétée, la grande majorité intervient simplement dans la constitution du récepteur à l'antigène du lymphocyte B. Et leur rôle principal est la régulation par ce lymphocyte de la production de ces anticorps. Les IgM sont les plus grosses immunoglobulines car elles sont organisées en pentamères, 5
immunoglobulines associées entre elles par des jonctions peptidiques. Les IgA existent sous 3 formes, des formes monomères, des formes dimères, et puis des formes sur lesquelles il existe en plus une structure de stabilisation qu'on appelle la pièce sécrétoire, et de ce fait on appelle ça des IgA sécrétoires. Les IgA sont S sécrétoires, sont des formes dimères qu'on trouve au niveau des muqueuses et qui sont carrément sécrétées à l'extérieur de l'organisme, par exemple dans la bile, dans les larmes, dans les laits, etc., dans le mucus bronchique. Donc vous trouverez dans ce tableau plusieurs propriétés générales des immunoglobulines en fonction des classes. Je n'ai pas détaillé par sous-classe, ce serait vraiment trop compliqué. Donc la valence, c'est-à-dire le nombre d'antigènes fixés, tient au nombre de paratopes qu'il y a sur l'immunoglobuline. Donc vous voyez bien, une immunoglobuline standard, c'est 2. Les IgA, ça va être 2 ou 4 selon qu'on a affaire à des monomères ou des dimères. Et les IgM, c'est 10, puisqu'il y a 5 immunoglobulines associées. L'affinité varie plutôt parce qu'il s'agit d'immunoglobulines qui sont produites dans le cadre de différenciation plus ou moins élaborée du lymphocyte. On verra ça dans un cours suivant. La concentration sérique est très très importante à comprendre. Vous voyez ici que vous avez des immunoglobulines G qui sont à peu près, je donne un ordre de grandeur simplement dans ce tableau, de l'ordre de 20 mg par millilitre dans le sang, alors qu'on a 10 fois moins d'IgM ou d'IgA et 1000 fois moins d'IgE. Les IgE sont présentes en très petite quantité dans le sang parce qu'en pratique, la très grande majorité des IgE se retrouvent fixées à la surface des cellules immunocompétentes qui possèdent des récepteurs RFC, puisqu'elles se fixent naturellement sur ce RFC, même lorsqu'elles n'ont pas fixé un antigène. Ok ? Attention à la distribution. Les IgM sont présentes surtout dans le sang, les IgG dans le sang et les tissus, les IgA dans le sang, les tissus, mais principalement parmi ces tissus les muqueuses et sous forme sécrétée dans les sécrétions de ces muqueuses, et les IgA quasiment que dans les tissus. La demi-vie de ces immunoglobulines est aussi différente, elles sont plus ou moins stables, en particulier du fait de leur séquence même, mais aussi du nombre de ponts disulfures, du nombre de glycosylations, etc. Les IgG sont très stables par rapport aux IgE et aux IgM qui sont fragiles. En ce qui concerne les IgA, vous avez une différence entre les formes avec pièces sécrétoires beaucoup plus stables que les formes sans pièces sécrétoires. Pour compléter, voici un autre tableau qui va récapituler les fonctions des immunoglobulines selon leur classe. Je ne vais pas le détailler dans cette vidéo parce qu'on va détailler ça à partir des fonctions dans les cours ultérieurs. Gardez bien en tête quand même ce tableau parce qu'il peut être très utile pour pouvoir comprendre comment l'efficacité de la réponse anticorps va dépendre en grande partie de la classe produite. Par exemple, prenons seulement le cas de la neutralisation. La capacité de neutralisation, eh bien, elle est bien supérieure avec une IgG qu'avec une autre classe d'immunoglobulines. Donc, la transcytose est une propriété importante des immunoglobulines qui correspond à la capacité de transport actif à travers les cellules épithéliales de façon à contrôler leur biodistribution, leur passage entre les compartiments. Donc la diffusion entre le sang et les tissus est en général une diffusion passive, mais dans certains tissus, ça ne se fera que de façon
actifs en fonction de la concentration. Certaines barrières sont complètement étanches, comme les méninges, ce qui fait que le taux d'immunoglobuline qu'on va trouver au niveau cérébral ou dans le liquide céphalorachidien dépendra de la production locale qui se fait dans ces tissus, mais que si on a une forte augmentation, elle est en faveur d'une anomalie au niveau des méninges. Ok. Donc les IgG sont capables de franchir les barrières entre la mère et le jeune, et nous verrons ça dans un cours ultérieur, parce qu'il y existe à ce moment-là des phénomènes de transcytose au niveau de l'utérus. Les IgA, elles, sont capables, nous l'avons vu, de franchir les muqueuses, et le schéma vous illustre comment une IgA va passer depuis le sang jusqu'à travers une vacuole de transcytose dans la cellule épithéliale, récupérer au passage la pièce sécrétoire qui provient en fait du clivage du récepteur qui a accroché l'IgA, et que ensuite, à la lumière, par exemple dans la lumière intestinale ou la lumière bronchique, eh bien vous aurez l'IgA sécrétoire qui sera libérée. Donc, une grande partie des fonctions des anticorps va dépendre de leur capacité, comme on l'a vu, à activer les cellules immunocompétentes grâce à la famille des récepteurs qui fixent ces immunoglobulines, ce qu'on a appelé les RFC, puisqu'ils fixent en fait la partie constante. Donc, évitez de confondre deux types de récepteurs. Venons juste de voir récepteurs de transcytose qui servent à la biodistribution des immunoglobulines, alors que les RFC sont les récepteurs qui servent à diriger les réponses des cellules immunocompétentes contre des cibles grâce à ces complexes antigènes-anticorps. Donc, au sein de la famille des récepteurs FC, en fait, il en existe de nombreux variants, plusieurs dizaines. Alors, soit en fonction de la classe d'immunoglobulines qui sont capables de fixer, on va parler de RFC gamma capable de fixer les IgG, de RFC epsilon capable de fixer les IgE, etc., etc. Vous allez aussi avoir des variations en fonction du type cellulaire, parce que certaines cellules immunocompétentes n'auront pas tous les récepteurs, mais seulement des récepteurs pour les IgG ou des récepteurs pour les IgE, etc., etc. Et que l'expression de ces récepteurs dépendra souvent de l'état d'activation de ces cellules immunocompétentes. Ensuite, vous allez avoir des variations en fonction de l'activité que la cellule réalisera après fixation du complexe antigène-anticorps. Dans la grande majorité des cas, la fixation aboutit à une activation de la cellule et du coup à la mise en place d'actions de cette cellule contre la cible. D'autres, moins fréquents, mais quand même c'est important, sont des récepteurs inhibiteurs et qui vont dire à la cellule immunocompétente d'arrêter son action contre la cible. Dans les différents rôles, vous avez ici marqué différentes fonctions, je les détaillerai dans un cours suivant. En revanche, la capacité à avoir cette activité sera dépendant aussi de la concentration d'anticorps, bien sûr, mais aussi de l'affinité de récepteurs, soit qui fixent les anticorps en très grande quantité, même quand il y en a très peu, soit au contraire qu'il faille beaucoup d'anticorps pour activer la cellule. Donc tous ces éléments peuvent peut-être vous penser très techniques, mais en fait c'est ça qui est très important pour comprendre le fait que certaines cellules vont réagir différemment aux formes libres ou complexées des anticorps, aux différentes classes IgG, IgA, IgE, etc. Et que du coup on aura des dynamiques de réponse qui vont varier beaucoup. Des cellules qui réagiront en quelques secondes, par exemple des basophiles dans le cadre d'une réaction allergique, et d'autres seulement en quelques heures après la fixation du complexe antigène-anticorps.
Donc pour finir ce cours, même si vous avez compris que les anticorps sont produits en réponse à des antigènes, en fait il faut replacer ça dans un grand contexte général d'homéostasie, c'est-à-dire un ensemble de mécanismes qui vont réguler de façon globale la production. Il y a plusieurs systèmes de régulation qui stabilisent en permanence chez l'individu sain le nombre et l'activité des cellules, ainsi que la concentration des immunoglobulines et des cytokines. Parce que sinon, on pourrait dire de façon caricaturale que si on voyait le même antigène tous les jours, on aurait des réponses tellement énormes vis-à-vis de ça qu'on ne serait plus capable de réagir à rien d'autre. D'accord ? Donc on a une régulation globale qui tient principalement à des cytokines qui vont intervenir dans le renouvellement des cellules immunocompétentes et dans le maintien de leur fonction ou au contraire leur désactivation. Donc la figure illustre ce phénomène d'homéostasie en montrant qu'on peut vérifier, même par une simple électrophorèse, que la concentration plasmatique des immunoglobulines reste globalement assez stable, quel que soit le type de réponse de l'individu, même avant, après un vaccin, etc. Donc en pratique, ça explique que les réponses anticorps vont avoir des dynamiques de création, de maintien ou de disparition qui vont tenir à la fois à l'exposition plus ou moins prolongée, plus ou moins fréquente aux antigènes correspondants, mais aussi aux capacités globales de l'organisme. Bien sûr, un individu malade aura des difficultés à avoir une bonne réponse, mais de façon même plus générale, un individu qui a une homéostasie générale un peu déficiente, peut-être parce que le diabète ou l'obésité sont des situations fréquentes où la production des cytokines d'homéostasie sont différentes, vont avoir des réponses anticorps moins durables que la moyenne.